Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Amaury de Tonquédec, c'est Allo la Martingale, soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Laissez-nous un message sur le WhatsApp de la Martingale en cliquant sur le lien qui se trouve un peu partout sur les réseaux de la Martingale. Le lien est par exemple dans notre Linktree, qui est aussi dans la description de notre compte Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur YouTube également, vous êtes de plus en plus nombreux. Ou alors à l'ancienne, vous nous écrivez directement au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou, que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation, plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Et ensuite, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre. Au programme du jour, je veux acheter un appartement. Mieux vaut mettre un gros apport pour payer moins de mensualité, ou alors profiter de l'effet de levier au contraire en mettant peu d'apport et investir en bourse ou autre. On va vous répondre tout de suite. Et puis j'ai rempli mon PEA classique, il est diversifié, bravo, mais je veux remplir maintenant mon PEA PME, mais je n'y connais rien en PME coté. Comment faire pour bien les choisir? On va vous répondre également. Et puis avec la montée des tensions au Moyen-Orient ces derniers jours, je vois que les marchés s'agitent. En tant qu'investisseur, quelles sont les choses à faire ou au contraire à ne pas faire en période de guerre? Et puis d'ailleurs, sommes-nous en guerre? C'est un débat, on en parlera également. Est-ce qu'il y a des choses à acheter ou à fuir absolument sur les marchés? Et puis évidemment, les deux questions cash en fin d'émission, comme d'habitude, continuez à vous écrire. Ancien banquier, gérant, trader et depuis 14 ans président du multifamily office Levy Capital Partners, expert en gestion de risque. Il vient de créer une plateforme d'éducation financière, holymoney.fr. Et il est sur le point de s'introduire en bourse pour acheter une modeste start-up, Goldman Sachs. Olivier Lévy est avec nous. Salut Olivier. Bonjour Amaury. Tu es donc président du Multifamily Office Levy Capital Partners, expert en gestion des risques. Bon, tu nous diras quand ça s'introduit en bourse, tu nous préviendras un petit peu avant, tu viendras faire l'annonce ici. Pas tout de suite d'actualité, mais il faut être ambitieux, tu as raison. D'accord, bon écoute, tu nous préviendras, on reste branchés. Il y a des ados qui collaient des posters de rockstar dans leur chambre, et lui, il préférait les graphiques boursiers et les bilans comptables. Dès le lycée, il décortiquait les cours de bourse pendant que d'autres lisaient l'horoscope. Depuis quelques années plus tard, armé d'un diplôme d'études supérieures comptables et financières, pour les intimes le DESCF, et d'un master en finance de marché de capitaux, il a décidé que suivre les marchés ne suffisait plus, il allait les éclairer. Fin 2003, il lance la sélection Investir 10, un club très fermé de valeurs triées sur le volet, qui affiche depuis une performance moyenne de plus de 9% par an. C'est extraordinaire, donc vous avez de la chance de l'avoir avec nous. Bref, il connaît les marchés comme sa poche, il est directeur des rédactions d'Investir, de Boursier.com et de Mieux Vivre Votre Argent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, François? C'est parfait. Non, ça y est, il y a tout. François Monet était avec nous. Bonjour François. Bonjour Amaury. Bon, écoutez, on est très heureux d'être avec vous deux aujourd'hui. En plus, vous vous connaissez, donc c'est sympa. On va faire une très bonne émission. On commençait déjà à débattre avant qu'on arrive en direct. Je vous propose tout de suite qu'on écoute la première question, messieurs, et c'est Mosdef qui nous a laissé un message vocal. On va l'écouter tout de suite. Hello la Martingale. La question est la suivante. Je souhaite acheter un appartement et j'aimerais savoir, est-ce que le mieux c'est de mettre un gros apport pour payer moins de mensualité ou de profiter de l'effet de levier en mettant très peu d'apport et de mettre toute notre épargne personnelle dans de l'assurance vie, dans de la bourse, etc. Ou tout investir en assurance vie, en bourse et en deux mots faire un nantissement pour pouvoir acheter, pour pouvoir obtenir un prêt et acheter son appartement. Merci bien. Merci beaucoup Mosdef pour ta question. Je sais pas d'où tu nous parles, mais il y a un petit peu de vent. Voilà, je sais pas si c'est le Mistral, je sais pas où est Mosdef en France, mais en tout cas merci pour ta question. Je sais pas vous, mais pour moi c'est une question que je trouve qui revient assez souvent en général de se dire effectivement avec l'immobilier c'est la seule classe d'actifs où on peut vraiment leverager entre guillemets, c'est-à-dire on peut emprunter. On peut pas emprunter pour investir en bourse, mais en immobilier on peut. Et en gros la question de Mosdef est assez simple, c'est-à-dire voilà, est-ce qu'il se dit je mets un gros apport pour avoir moins de mensualité possible, premier choix, ou alors deuxième choix, au contraire, je mets peu d'apport, comme ça je me garde cette somme-là. Bon, on ne devrait pas le faire, mais pour investir ailleurs. Quelle est la meilleure solution pour vous, messieurs? Qui veut commencer là-dessus? François, Olivier? Je vais bien commencer. Oui, allez, effectivement, Olivier. Tout dépend du cahier des charges. Et de quoi on parle en fait? Est-ce que c'est sa résidence principale ou c'est pour faire du locatif? Dans la résidence principale, il y a la notion de bien-être
qui est très importante, et de la manière dont justement tout investisseur price ce bien-être, donc être chez lui, ne pas avoir de loyer à payer, mais simplement un remboursement de crédit chaque mois. À l'inverse, s'il n'a pas sa résidence principale et qu'il fait du locatif, comme son nom l'indique, bon bah voilà, il est moins sentimentalement attaché, c'est un produit de rente pour lequel le fait d'aller chercher de la dette est très intéressant et très pertinent dans son équation. Dans son équation de base, que ce soit résidence principale ou que ce soit investissement locatif, la question est de savoir quel sera le poids des remboursements mensuels par rapport à sa capacité d'épargne. Ça, c'est le premier sujet important. L'autre sujet, ou qui peut regarder à tout moment, c'est que même s'il s'endette un peu trop au début, il aura toujours la possibilité de rembourser par anticipation, s'il a négocié ça auprès de sa banque, sans pénalité, pour pouvoir amoindrir ses charges et donc aller chercher un peu moins de dettes. Ça veut dire quoi rembourser par anticipation? C'est-à-dire que si je cherche 200 000 euros pour acheter cet appartement le premier jour et qu'au bout d'un an, je me rends compte qu'effectivement, j'ai du cash sur mon contrat d'assurance vie qui n'est pas bien optimisé parce que j'ai mal investi, etc. Et que ces frais financiers liés à cet emprunt, c'est-à-dire les charges de remboursement sont trop importants à mon goût, eh ben je demande à rembourser 50 000, 100 000 tout de suite, 1 an après, 2 ans après, par anticipation, pour pas avoir cette épée Damoclès sur mon patrimoine. Ok, donc ce que tu nous dis, Olivier, c'est de savoir un petit peu quel est le projet derrière. C'est pas pareil si c'est sa résidence principale qu'il veut acheter, ou alors s'il veut tout simplement faire du locatif, et donc c'est un investissement qui pourra être rentable potentiellement assez vite. Qu'est-ce que tu en penses, François, toi? Est-ce que tu es aligné avec ce que dit Olivier? Moi, je serais plus direct en disant que ce soit un investissement locatif ou un investissement pour sa résidence principale, et donc pour y vivre, ça revient au même. Je pense qu'il faut utiliser l'effet de levier, essayer de s'endetter au maximum. Alors, au maximum, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, c'est le banquier qui va vous dire, qui va vous imposer la limite. Donc, ce sera assez simple de voir jusqu'où vous pouvez utiliser l'effet de levier. Et après, bien sûr, vous pouvez faire des remboursements anticipés, vous pouvez renégocier ce crédit. Et la partie qui vous permet d'utiliser l'effet de levier vous permet aussi d'avoir une poche de placement. Ce qui compte après, bien sûr, c'est de savoir où est-ce que j'investis pour essayer de rentabiliser mon placement. Parce que tout à l'heure, dans la question, il faisait état de l'assurance vie. Alors c'est vrai qu'on dit que l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut voir que dans les contrats d'assurance vie, vous avez, quand on regarde ce qui s'est passé avec les taux qui ont été dévoilés cette année, le plus mauvais, c'est 1%, le meilleur, c'est 3,75. Donc ça, en gros, vous avez un coefficient de 1 à 4. Et si vous avez des bonus sur des fonds en euros et des contrats d'assurance vie, eh bien vous allez jusqu'à 9%. Donc, en fait, on ne peut pas non plus généraliser. Ce qu'il faut, c'est bien choisir son emprunt. Donc là, il faut challenger plusieurs banques, plusieurs courtiers pour essayer d'avoir le taux le plus faible, comme on travaille sur les placements pour avoir la rentabilité la plus importante. Mais toi, première étape, François, tu dirais en fait, moi, je veux maximiser l'effet de levier. Et donc, pour toi, tu lui conseilles de mettre le moins d'apport possible. Je pense qu'il faut essayer d'avoir l'endettement le plus important, sans bien sûr basculer dans le surendettement, mais ça n'arrivera pas parce que normalement, le banquier fait son travail pour éviter que vous soyez surendetté. Surendetté, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir boucler les fins de mois. Et donc, l'idée, c'est de dire, essayer d'emprunter le montant le plus important, parce que la banque s'est fait aussi pour ça. Vous allez avoir aujourd'hui un taux à 20 ans, un taux normal, c'est 2,89. Donc en gros, aujourd'hui, vous pouvez emprunter à 2,89. On a eu des taux qui ont un peu reflué. Et après, mais il faut challenger les banques parce qu'il y a quand même des grands écarts entre chaque établissement. Et puis, la même chose sur la partie placement. Alors on y vient juste après sur la partie placement. Il faut aussi travailler pour essayer de trouver justement le bon placement qui correspond à votre profil. Et une fois que vous avez trouvé le placement qui correspond à votre profil, essayez de trouver le bon contrat parce que là aussi, vous avez des gros écarts de performance. Ok, Olivier? Pour conclure, oui, c'est tout à fait juste et aussi pertinent. Ce qu'il y a, c'est qu'aux jeunes générations, les banquiers vendent du crédit et ils ont tendance à prioriser tout de suite et à hiérarchiser l'investissement locatif avant la résidence principale. C'est très bien, toute chose égale par ailleurs, si tout va bien. C'est si cet effet de levier ne se transforme pas en effet massue. C'est-à-dire que à la fois, je suis moi-même locataire en tant qu'investisseur, et j'ai moi-même un locataire qui me doit un loyer. Il ne faudrait pas que mon propriétaire me demande de partir dans 6 mois de mon logement pour un loyer qui serait plus cher et que mon taux d'occupation ne soit pas acceptable dans mon investissement locatif et donc que mon locataire ne soit pas stable. Donc,
auquel cas je me retrouverais avec effectivement un effet ciseau et je serais très contraint de par les nouvelles charges financières que seraient les miennes. Et ça, c'est souvent oublié par les jeunes générations qui se disent « tiens, je vais faire la course à la dette pour aller avoir un meilleur effet de levier ». Sauf que dans l'immobilier, tout ça, c'est assez théorique. Dans la vraie vie, on a un taux de rotation dans l'immobilier qui est très important. Attention Oui. les jeunes. Oui. Attention les jeunes. Non, mais c'est vrai que si, pour un premier investissement immobilier, c'est vrai que je trouve que c'est plus opportun d'acheter d'abord sa résidence principale. Parce que la résidence principale, plutôt que de faire un investissement locatif, là, si on essaie de réorienter la question, parce que la résidence principale, ça va vous apporter une sorte de confort. Donc vous avez un toit, c'est à vous, et comme vous avez cette notion de confort, vous allez pouvoir prendre plus de risques sur les placements financiers. Que si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale et que votre premier achat, c'est un investissement locatif, là, vous êtes déjà dans un sentiment de risque parce que le risque, c'est le risque d'impayé. Et ça, c'est un risque qui est souvent sous-estimé. Et donc, il faut se dire que si vous faites un investissement locatif, vous prenez un risque. Et donc, finalement, vous n'allez pas pouvoir prendre le même risque sur les placements financiers, sur la bourse, sur d'autres SCPI ou d'autres placements. Donc l'idée, c'est de toujours se dire, globalement, immobilier, placements financiers et autres, c'est toute une équation, un équilibre entre des placements sûrs et des placements risqués. C'est intéressant parce que avant, j'ai l'impression que c'était évident qu'il fallait tout de suite acheter sa résidence principale. Et aujourd'hui, effectivement, j'entends de plus en plus de gens, des jeunes en particulier, qui disent je ne sais pas si c'est bien quand même d'acheter ma résidence principale. Quand on est propriétaire, on peut être pas mal embêté sur plein de choses. Vaut mieux faire de la bourse, c'est plus rentable. On a déjà eu le débat dans cette émission d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Le Covid est passé par là, l'agilité, les jeunes générations, là aussi le fait de pouvoir réinventer sa feuille de route, de ne pas être figé. Mais ce n'est pas un scoop. N'importe quelle banque vous donne un score, c'est-à-dire qu'elle sera rassurée que vous ayez déjà votre résidence principale et elle vous accompagnera dans des meilleures conditions si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale pour faire quelques investissements que ce soit. Donc oui, je pense que les nouvelles générations ont une vision plus moyen terme de la chose en termes d'investissement immobilier avec une recherche de rendement qui est bien plus forte qu'à l'époque, dans une configuration du cycle où ça va être bien plus difficile de chercher du rendement, ce qui veut dire donc plus de risques. Oui, exactement. Et donc en fait, l'avantage, en gros, si on pouvait, pour conclure ce débat, l'avantage de l'immobilier par rapport à la bourse, c'est le fait qu'on puisse avoir un effet de levier avec l'immobilier qu'on ne peut pas avoir avec la bourse, avec l'emprunt, quoi. Vous avez un effet de levier et vous avez aussi une performance parce que vous achetez votre résidence principale dans la perspective aussi, si jamais vous la revendez, de gagner aussi de l'argent. Donc il faut voir que là, pour le coup, si on se projette, c'est comme la bourse, un investissement de long terme. C'est que si jamais vous décidez d'acquérir un bien immobilier et le revendre tout de suite, vous allez faire une moins-value parce que vous avez payé ce qu'on appelle, de façon dans le jargon, les frais de notaire. Donc il y a un coût d'entrée très important qu'il n'y a pas en bourse. Donc on se projette sur quand même de nombreuses années. Il faut se dire que même pour l'investissement locatif, vous avez des frais de notaire. Donc il y a le débat qui est de dire est-ce qu'il ne faut pas plutôt acheter 2 studios que ma résidence principale ? Certes, les frais de notaire seront moins élevés dans l'investissement locatif, mais là, vous êtes en risque sur est-ce qu'il y aura des locataires qui payeront leur loyer de façon régulière. Ok, donc maintenant, on est dans le cas où Mosdef a acheté l'appartement, donc que ce soit sa résidence principale ou alors du locatif. Maintenant, s'il a réussi à maximiser son effet de levier avec son banquier, comme le conseille potentiellement François, tout en restant très prudent, comme le dit Olivier, dans quoi est-ce qu'il peut investir ? C'est vrai qu'il nous parlait d'assurance vie, c'est vrai qu'il nous parlait de bourse. Alors encore une fois, vous allez me dire, et c'est ce que je dis à chaque fois quand vous nous posez des questions, mettez-nous bien le plus de détails possible, votre tolérance au risque, votre horizon d'investissement, etc. Mais comme il hésitait quand même entre de l'immobilier et de la bourse, on imagine que c'est plutôt du long terme, donc on va dire qu'il est allé à horizon 15 ans, vous lui conseilleriez d'investir où son surplus d'argent qu'il a pu économiser en maximisant son effet de levier sur l'immobilier. D'abord, il faut deux principes. Le premier principe, c'est de se dire il n'y a pas de placement miracle. Donc, il faut toujours diversifier afin de ne pas céder au mode. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut voir que le temps, c'est votre meilleur ami, davantage que votre banquier. Parce que le temps montre qu'il y a de la performance qui s'agrège d'année en année.
Et la bourse, c'est le meilleur des placements sur le long terme. Et avec la bourse, vous bénéficiez de ce qu'on appelle des intérêts composés. C'est-à-dire que les gains d'une année sont réinvestis l'année suivante, et donc ça fait effet boule de neige, et les gains s'accumulent et croissent et se développent. Et l'intérêt composé, c'est, je veux dire, l'atout de l'investisseur. Donc, il faut investir sur la durée, il faut essayer de ne pas faire trop d'arbitrage, de ne pas surréagir, et le temps long va vous permettre d'afficher des gains conséquents. Et puis, restez avec nous, on parlera tout à l'heure évidemment du contexte actuel qui est particulier en bourse, et on va voir ce qu'il faut faire ou alors ne surtout pas faire en ce moment. Olivier, quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, non, c'est de toute façon, le banquier contraint l'investissement, c'est-à-dire qu'il va très certainement demander à nantir un contrat d'assurance vie. Donc ce véhicule qui est formidable, dans lequel on peut loger n'importe quel titre, des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds immobiliers, des SCPI. Donc il peut, s'il comprend ce dans quoi il investit, c'est déjà une bonne chose. Évidemment, pour moi qui suis un financier depuis 30 ans, je suis plus à l'aise avec le liquide, les actions, les obligations, que l'immobilier, pour lequel je suis enraciné et pour lequel je suis obligé d'attendre qu'il y ait un acheteur qui se manifeste dans un cycle qui peut être très lent, très long. Ok, et tu parlais, François, des différents contrats d'assurance vie, voilà, qu'on n'était pas forcément logé à la même enseigne partout. C'est quoi, là, tout de suite, les points absolument à surveiller, à comparer qui te viennent en tête? Dans le domaine de l'assurance vie, bien sûr, c'est le rendement. Quel a été le rendement l'année dernière sur le contrat, éventuellement sur 2 ou 3 ans, pour voir si on est sur une assurance vie qui performe. Il faut voir que dans le contexte actuel, il s'avère que les très gros contrats d'assurance vie, les contrats d'assurance vie les plus détenus par les particuliers sont souvent les plus mauvais. Pourquoi ? Parce que ces grands acteurs ont souscrit énormément de collectes au cours des années précédentes, et on a eu une période où les taux étaient à 0, voire négatifs. Et donc ces grands assureurs, ces contrats que tout le monde détient aujourd'hui, ne génèrent quasiment pas de performance, en tout cas une performance qui est extrêmement médiocre. Mais comment on l'explique ça? C'est parce qu'ils ont eu trop de collectes d'un coup? Ils ont eu de collectes, et dans cette collecte, ils ont acheté des obligations ou d'État à des taux proches de 0, voire négatifs. Et résultat, dans votre moyenne, vous avez des placements qui ne rapportent rien, et ils se traînent ces placements encore qu'ils ont achetés il y a quelques années, et ils vont les traîner encore de nombreuses années. Que les nouveaux acteurs qui arrivent, tout de suite, ils achètent des belles obligations qui ont des taux extrêmement élevés, 4, 5, 6, 7 ou 8%. Et donc, les nouveaux acteurs, aujourd'hui, vont prendre énormément de parts de marché. Donc, si vous avez des contrats d'assurance vie, il faut absolument regarder ce qui se passe ailleurs, parce que les écarts n'ont jamais été aussi importants. Avant, tout le monde disait j'ai un contrat d'assurance vie et globalement, on tournait autour de la moyenne. La moyenne aujourd'hui, c'est 2,53. Mais encore une fois, le plus mauvais, généralement, ce sont les gros acteurs qui ont des milliards et des milliards d'encours. Ils génèrent du 1%. Et les nouveaux acteurs qui arrivent génèrent de près de 4%. Et donc là, vraiment, on est dans un rapport de 1 à 4 sur un placement quasiment sans risque, un placement pépère, un placement qu'on est là pour détenir quand même de nombreuses années. Donc il faut absolument challenger pour essayer de trouver les meilleurs contrats d'assurance vie. Ok, très clair. Pour finir, Olivier, là-dessus, sur à quoi fait allusion François, c'est principalement le fonds euro qui représente l'actif général majoritaire des contrats d'assurance vie. Chaque compagnie ne se vaut pas. Il y a les globaux, il y a les petites qui viennent de se monter. Donc là, effectivement, on est embarqué, si on investit avec les anciennes compagnies d'assurance, on est embarqué avec un certain rendement qui sera plus faible pour le fonds euro. Après, ça reste un véhicule d'investissement dans lequel on peut loger n'importe quel OPCVM, n'importe quel fonds commun de placement. Donc, à toi d'avoir la meilleure allocation ou de donner mandat à ta banque pour qu'elle fasse au mieux en rapport à ta feuille de route, toujours avec ton cahier des charges. Est-ce que tu as un profil de risque agressif ou pas agressif? Et là, c'est selon tes besoins et le moment dans la vie. Effectivement, un jeune couple avec enfants, c'est pas pareil que des baby boomers qui ont d'ores et déjà tout amorti et qui sont à la tête d'un gros patrimoine. Donc pour Mosdef, effectivement, c'est de diversifier. C'est le maître mot, de comprendre ce dans quoi il investit, du fonds euro, des fonds obligataires qui embarquent du rendement, mais aussi des fonds actions qui sont là sur des grandes thématiques, des méga tendances qui resteront, surtout dans la configuration du cycle qui est hautement chahutée. Et comme dernier conseil, peut-être ne faites pas forcément confiance à votre banquier, parce que votre banquier, quand vous allez avoir un contrat d'assurance vie, il va vous proposer les fonds de sa maison.
Et les fonds de sa maison ne sont pas forcément les meilleurs fonds. Donc ce qu'il faut, c'est quand même essayer de glaner des informations à droite à gauche. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément auprès du banquier qu'il faut trouver son allocation pour son assurance vie. Parce que évidemment, le banquier, lui, il a tendance à pousser les fonds de son établissement. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui arrive souvent et parfois on peut se retrouver bloqué. C'est pour cette raison que nous, en tant que multifamily officer, qui accompagnons surtout des riches privés, des holdings, des personnes morales, on a eu une demande de nos clients, qui ne sont pas toujours sophistiqués, d'avoir une plateforme d'éducation financière. Et je le vois avec mes enfants, c'est de leur donner les instruments, la boîte à outils pour gérer son budget, gérer ses finances, améliorer ses connaissances dans un monde où on vend de plus en plus de produits et de services sans avoir forcément le recul. Un banquier, par définition, il distribue les produits de la banque. Et c'est un ancien banquier qui vous parle. Et c'est un ancien banquier, gérant trader qui vous parle, sans avoir été banquier privé, mais banquier d'investissement, mais pour travailler et interagir avec toutes les banques. Et j'ai besoin de travailler avec toutes les banques parce que leur métier premier, c'est de financer l'économie, donc d'aller chercher de la dette, de refinancer, etc. Donc oui, il faut pouvoir challenger son banquier, mais challenger son assureur, comme on l'a dit déjà plus tôt. Mais globalement, je pense que les nouvelles générations ne font pas forcément confiance à leur banquier aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont voir leur banquier ? Généralement, ils ont une banque en ligne, voire 2 banques en ligne, voire 3. Ils prennent une banque uniquement pour voyager. Il y en a, ils en prennent une pour percevoir leur salaire. Donc, le rapport au banquier a considérablement évolué et tout le monde s'est rendu compte que finalement, il faut essayer de trouver de l'information ou dans les médias ou auprès d'amis, ou voir le notaire. On sous-estime parfois les bons conseils que peut donner un notaire. Mais c'est vrai que la banque, en tout cas, au fil des années, a perdu quand même de son aura, je trouve. Effectivement, et il y a de plus en plus de fintech qui arrivent sur le marché, très compétitifs, très agiles, avec très peu de frais qui arrivent. Et d'ailleurs, on pourrait faire une émission dédiée bientôt là-dessus sur un petit peu les conseils sur comment choisir un petit peu sa banque, sa fintech, etc., ses plateformes. Il faut tout choisir. Son crédit, sa banque, son notaire, ses placements. Après l'assurance vie, le PEA, messieurs, on a une question, un message de Maël, on va l'écouter tout de suite. Bonjour l'équipe de la Martingale, merci encore pour votre super podcast que je suis avec beaucoup d'intérêt depuis un moment. J'ai une petite question à vous soumettre. J'ai entièrement rempli mon PEA dit classique, principalement avec une stratégie très simple, 90% en ETF MSCI World. C'est diversifié, il y a peu de frais et ça me convient très bien, ça a bien monté. Mais maintenant, il me reste encore mon PEA PME à remplir. Je ne l'ai pas vraiment exploité. J'ai tenté de le faire. J'ai une ligne, Cléa Holding, c'était une catastrophe. J'ai perdu 90% sur cette ligne. Et donc, ça m'a pas mal refroidi et je me rends compte que je n'y connais pas grand-chose dans les PME cotées. Et je n'ai pas vraiment de méthode claire pour les sectionner. Auriez-vous des conseils à me donner pour investir dans le PEA PME? Comment choisir ce type de produit? Peut-être existe-t-il des ETF avec peu de frais et pour lesquels je n'ai pas besoin de regarder en détail les détails des entreprises? Merci beaucoup. Merci beaucoup Maël pour ta question et tes gentils mots au début de ta question. Continuez à nous suivre, à nous envoyer nos questions et à nous envoyer vos retours. Déjà, petite remarque, il dit qu'il a de l'ETF MSCI World. On a déjà eu le débat dans cette émission. C'est pas si diversifié que ça, sachant qu'il y a 70% d'US dedans. C'est en aucun cas diversifié. Non, mais c'est un mot là-dessus. Mais moi, je crois que c'est toujours une vue de l'esprit que de vouloir faire sur du tout en un, package, pas cher. Or, moi, je paye pour le service et donc j'ai accès à des experts qui savent créer de la valeur sur le long terme. L'ETF, c'est qu'un produit synthétique, c'est un réplicateur, effectivement, tu l'avais mentionné, des principaux stocks qui gravitent de par cet indice. Et donc, on se retrouve forcément avec un biais tech très important, un biais US, United States, très important, par rapport à une feuille de route du client qui pourrait ne pas être celle-là. Après, le plan en action, le PEA qui a été créé, effectivement, c'est pour y loger et des actions ou des fonds ou des ETF. Donc, il peut aussi loger des actions en direct, des fonds
gérés par, là aussi, des gérants qui ont d'ores et déjà généré de l'alpha et de la performance sur très longue durée, qui continueront à le faire, ou effectivement continuer à investir sur ce type de placement, hein, dans son PEA du moment, ou dans le PEA PME qu'il souhaite constituer, basé sur soit des stocks en direct, soit sur des fonds de PEA, de PME. Apparemment, il a déjà rempli son PEA classique. Peut-être, François, tu peux nous rappeler, c'est quoi le PEA PME? C'est quoi la différence avec le PEA classique? Juste pour pour la petite histoire, il faut voir que le PEA, au départ, c'était une bonne idée, c'est on va permettre à des ménages d'investir dans des entreprises de l'Union européenne avec une fiscalité plus douce qu'à l'accoutumée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, vos gains sont taxés à 17,2%, alors que si vous n'aviez pas un PEA, vos gains sont taxés à 30%. Donc c'est intéressant, d'autant que la bourse c'est un placement de long terme, de se dire je vais réduire mon coût fiscal. Simplement, les banquiers sont malins et ils ont trouvé une astuce pour se dire finalement on ne va pas se limiter aux actions de l'Union européenne, on va pouvoir tout acheter en faisant des produits dits synthétiques de réplication. Donc on achète des actions européennes, mais on aura un biais US pour avoir une correspondance sur le S&P 500 ou sur le MSCI World, ou etc., etc. Donc le système, philosophiquement, a été dévoyé pour répondre aux attentes. Maintenant, est-ce que l'ETF, c'est utile? Oui, je pense que, et moi j'encourage les lecteurs, les internautes d'investir ou de boursiers ou de mieux vivre votre argent, d'avoir des ETF. L'ETF, c'est pratique, c'est utile. Et ça vient en complémentarité d'actions, d'entreprises qu'on achète et qu'on loge dans son PEA. Donc moi, j'ai une approche plus optimiste et plus favorable à l'égard des ETF parce que ça correspond à une attente. Vous ne savez pas comment commencer en bourse, vous achetez l'ETF Nasdaq ou l'ETF Monde pour avoir une performance qui va dupliquer le marché. Et là-dessus se greffent des convictions, des entreprises que vous semblez bien connaître, ou des entreprises avec qui vous estimez que c'est bien géré, il y a un beau management, etc. Et c'est comme ça qu'on bat les indices, c'est comme ça qu'on fait une meilleure performance. Donc là, pour répondre à votre question, le PEA classique, c'est limité à 150 000 euros. Le PEA PME, c'est 225 000 euros, donc c'est une enveloppe plus importante. Mais si vous avez déjà un PEA classique, votre PEA classique plus le PEA PME est limité à 225 000. Donc là, il y a un plafonnement. Et il lui reste 75 000. Exactement. Donc l'idée, c'est de dire, et ça, c'est par personne. Donc si vous êtes dans un couple, vous faites x2. Et donc vous pouvez avoir, à titre individuel, 2 PEA, le PEA classique, le PEA PME. Le PEA PME, comme son nom l'indique, c'est pour loger des actifs liés au PEA PME, donc des entreprises éligibles au PEA PME. Pour savoir qui est éligible, parce que c'est un peu extrêmement flou, compliqué, ça change chaque année, il suffit d'aller sur Internet, vous tapez Euronext PEA PME, et là, vous allez avoir un fichier Excel avec toute la liste des valeurs éligibles au PEA PME. Et donc, ces entreprises qui sont éligibles, elles ont déclaré qu'elles étaient aptes à être logées dans un PEA PME. Ça se gère comme un PEA classique, et dedans, vous avez des très très belles valeurs. Vous avez des valeurs qui sont sympathiques, industriels comme Manitou, vous avez des holdings comme Peugeot Invest, vous avez de la finance, ABC Arbitrage qui fait du trading, ça va parler à Olivier, vous avez des courtiers, Bourse Direct, est éligible au PEA PME, vous avez de l'alimentaire, les poulets, LDC, vous avez Séché Environnement, donc la gestion des déchets de l'eau, vous avez des médias comme Energy Group, donc vous avez des très très belles sociétés qui sont proches de nous. C'est facile d'avoir autant d'informations parce que finalement quand on achète du Michelin, du Air Liquide ou du LDC ou de l'idée logistique, on recherche toujours la même chose. Hein. Est-ce que la société est en croissance? Est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle distribue ou pas un dividende? Est-ce qu'il y a un bon management? Et quels sont aujourd'hui les projets, l'innovation, les acquisitions en cours? Donc, l'approche en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant, est tout à fait la même que pour une grande entreprise. Là, ce qui s'avère, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être intéressant d'aller sur les valeurs moyennes, comme le PEA PME, parce qu'elles ont eu des années et des années de déshérence. Elles sont un petit peu ignorées par les grands investisseurs qui ont privilégié les ETF. Donc les ETF, finalement, ça drague que les grandes capitalisations. Parce que la logique d'un ETF, c'est de faire des prix
extrêmement bas, donc vous avez des frais qui sont moindres, mais pour avoir des frais moindres, il faut des actifs extrêmement liquides. Et donc l'ETF, ça marcherait très bien pour avoir du Microsoft, pour avoir les 7 magnifiques, pour avoir du MSCI World, mais pour essayer de trouver des valeurs moyennes où la liquidité est plus faible, il n'y a pas grand intérêt à aller vers un ETF. Là, vraiment, c'est ce qu'on appelle du stock picking, et c'est là qu'on fait une magnifique performance. Bon, bah ça va plaire à Olivier. Olivier, du coup, toi, t'es moins favorable aux ETF. Je suis pas moins favorable, c'est un super outil de diversification pour faire des choses que je ne fais pas en interne. Nous, on est des super experts de l'Europe, des US. Si je veux acheter du Japon, je fais un ETF Japan. Tu vois ce que je veux dire? C'est lazy, c'est le mode paresseux, pas cher, et j'y vais, mais ça n'est qu'un outil synthétique. Je ne suis en aucun cas actionnaire en direct des stocks japonais que je vais acheter. Donc notre capacité à sélectionner les meilleurs fonds, à sélectionner les meilleurs titres au sein de ces contrats, de ces PEA, c'est formidable. Pourquoi? Parce que ces PEA, ça reste encore, et chaque Français, chaque Française qui nous écoute devrait détenir cela. C'est-à-dire des niches fiscales, au même titre qu'avoir sa résidence principale, que d'avoir un contrat d'assurance vie. Il y a de tels avantages fiscaux à la détention des PEA ou PEA-PME qu'il faut au moins les embarquer dans un patrimoine lambda. Pour finir sur cette question, sur la sélection des boîtes ou alors des ETF pour ces fameux PEA, PME, est-ce que tu es aligné avec ce qu'a dit François? Oui, je suis aligné. C'est un expert, il a 30 ans d'expertise, il génère de la perf depuis des années et c'est très difficile, quelle que soit la configuration du cycle. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut savoir valoriser. Il faut savoir ce dans quoi on rentre. Donc, si j'achète Amazon 25 fois les résultats, il faut que je me pose la question si la société sera encore là demain, de par son modèle économique, si elle continuera à générer des free cash flow, quels sont les catalystes d'investissement, quel est mon horizon d'investissement. La même chose dans les piscines des Joyaux, si c'est en France, si c'est dans un camping-car Trigano, si c'est dans l'homéopathie Boiron, si c'est dans les radios comme tu viens de le spécifier, énergie. Qu'est-ce que ces fonds de commerce ont comme valeur intérieure? Comment sont-elles gérées? Donc c'est pourquoi nous rencontrons les dirigeants de ces sociétés qui communiquent de manière très transparente tous les trimestres. Il y a d'innombrables moyens pour avoir de l'information publique au travers des conférences, au travers des assemblées générales, des rapports annuels, des documents de référence. Ou alors on fait confiance, on sous-traite à un gérant qui lui a l'expertise parce qu'il suit son univers d'investissement depuis Mathusalem et qu'il a là aussi la capacité à créer plus de valeur parce que pour des raisons de temps qu'on n'a pas, c'est tellement chronophage que d'aller à la rencontre des sociétés et effectivement de comparer l'industrie. Un exemple, l'industrie hôtelière, il faudrait parler à Starwood, Intercontinental, Accor tous les 15 jours, comprendre là aussi le développement du parc immobilier, quels métiers ils font, comment ils se réinventent, dans quelle géographie. Donc on a accès à ces gérants qui sont des super spécialistes pour lesquels on peut être déçu parce que là aussi elles ont survendu ou au contraire se sont très bien comportées. Ce qui nous plaît, c'est effectivement des gérants qui sont là et qui ont une bonne maîtrise de leur environnement, donc qui ont aussi mis les mains dans le cambouis, qui ont pu être entrepreneurs dans une vie antérieure. Et ça aide beaucoup. Mais je répète, l'ETF, c'est très complémentaire d'une allocation. On peut rentrer ça dans un PEA, on peut rentrer ça dans un contrat d'assurance vie. Nous, chez Lévy Capital Partners, ça nous permet là aussi d'aller faire notre shopping là où on ne pourrait pas naturellement, de par notre expertise limitée, le faire. Nous, on est très compétents sur l'Europe et les États-Unis. C'est déjà un super terrain de jeu. Et effectivement, si on veut faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire aller plus loin que les ETF, choisir valeur par valeur, il faut soit avoir le temps d'aller sur le terrain, enquêter, etc., soit confier ça à des gérants. Oui, ou même s'informer dans les médias, parce que je trouve que c'est passionnant de suivre dans la durée un titre qu'on a en portefeuille. Par exemple, là, si on rebondit sur ce que tu viens de dire sur Amazon, aujourd'hui, ceux qui achètent de l'Amazon, ils n'achètent pas de l'e-commerce. Quand on regarde la valorisation d'Amazon, 1/3 c'est l'e-commerce, mais 2/3 c'est du cloud. Donc Amazon, c'est une vraie boîte tech et va surfer sur l'IA, où l'IA va consommer de plus en plus de cloud. Et donc là, on achète un développement vraiment extrêmement digital. Donc l'idée, c'est vraiment de suivre trimestre par trimestre, parce que dans une entreprise, ça communique auprès de tous les investisseurs, auprès des épargnants chaque trimestre pour dire, ben voilà, moi, ma performance au cours des 3 mois passés, et voilà ce que j'envisage pour les 3 mois à venir, et voir sur les 3 ans à venir. Donc, c'est de participer un petit peu à l'évolution de notre monde. Et donc, si vous êtes curieux, si vous aimez les innovations, si vous aimez en gros le monde qui bouge, eh bien, ça permet de placer son argent sans être totalement passif.
Parce que suivre une obligation dans un contrat d'assurance vie en euros, intellectuellement, c'est pas ça qui vous enrichit chaque matin. En revanche, comprendre la stratégie, voir pourquoi aujourd'hui Microsoft a une croissance dans le cloud 2 fois plus importante qu'Amazon, alors qu'ils ont une part de marché de 25% et Amazon a une part de marché de 31% dans le monde, eh bien, c'est parce que Microsoft, ils ont mis un ticket important dans ChatGPT et OpenAI qui leur ramène du trafic sur son cloud. Donc, c'est toute une stratégie et ça, c'est quelque chose quand même de passionnant. C'est-à-dire, ça vous permet d'être connecté au monde réel. Donc, le placement, c'est du monde réel et vous mettez les mains dans le cambouis et vous comprenez un petit peu le dessous des cartes. Autrement, vous êtes totalement passif et vous avez le sentiment que le monde tourne sans vous. Et justement, une question tout de suite particulièrement intéressante sur le monde réel, pour savoir un petit peu sur le contexte actuel, sur la guerre. On va voir si on est en guerre d'ailleurs. On aura ce débat juste après. On va écouter tout de suite la question d'Esther. On l'écoute. Salut Amaury, ici Esther de Magma. J'ai une question un petit peu délicate. Voilà. En ce moment, on voit évidemment dans l'actualité qu'il y a de plus en plus de tensions au Moyen-Orient. Et forcément, moi je me dis que ça va engendrer des répercussions sur les marchés. Et au-delà du côté humain et la défense, est-ce qu'il y a des choses à savoir en tant qu'investisseuse? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou au contraire à éviter? Est-ce qu'il y a des types d'actions à acheter ou d'autres à fuir absolument en ce moment? Merci. Merci beaucoup Esther pour tes questions. Esther d'ailleurs qui est la tête de la newsletter Magma pour avoir toutes les tendances un petit peu avant tout le monde. Donc allez voir Magma, themagma.co si ça vous intéresse en tant qu'investisseur. Ça peut l'être vraiment pour vous. La question d'Esther, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que effectivement on est dans un contexte un petit peu tendu géopolitiquement parlant. Alors ça date pas d'hier, mais là depuis quelques jours on assiste quand même à une escalade qui est assez forte. J'allais dire ça s'agite sur les marchés, mais Olivier me disait non, ça s'agite pas sur les marchés. Non, même si on a un prix du pétrole qui a flambé. Alors non, peut-être la première question, on va peut-être diviser cette question. La première question, c'est de savoir est-ce que là aujourd'hui on est en guerre? Parce que la question Esther, c'est de se dire comment est-ce qu'on réagit quand on est en guerre? Est-ce qu'aujourd'hui on est en guerre? Nous, en tant que Français, rien n'a changé entre hier et demain. Pour le moment, nous sommes qu'en guerre d'un point de vue commercial, de guerre de souveraineté. Mais nous ne sommes pas belligérants dans un conflit armé, de ce que j'en ai compris, ni en Ukraine, ni au Moyen-Orient. Donc il y a des différences entre nations. En tant qu'investisseur, on peut être investi partout dans le monde. En tant qu'investisseur, évidemment, on a un terrain de jeu qui est planétaire. Donc là aussi, on peut profiter être dans l'event-driven, dans ce qui oriente l'actualité économique et avoir justement un biais en disant là, effectivement, s'il y a un conflit qui, là aussi, se développe et prend plus vite ou dans d'autres proportions, il est peut-être bien de conforter sa pause pétrole ou au contraire se dire que ça va avoir des répercussions sur le niveau de l'inflation dans l'OCDE, ce qui est vrai. C'est que moi, je suis fervent défenseur du fait que l'inflation n'est pas morte, qu'on vise à l'écraser, mais qu'elle revient, qu'elle est très volatile, qu'il y a beaucoup de mécanismes qui font que hors de la guerre, il y a d'autres choses pour lesquelles il y a une implication forte sur l'inflation, la transition énergétique, le fait de réindustrialiser après le Covid et le fait d'être souverain dans son pays, là aussi de maîtriser les chaînes de production, ça coûte beaucoup et ça a un impact sur l'inflation, pour donner cet exemple-là à nos auditeurs. Mais le conflit au Moyen-Orient, pour le moment, est très localisé. Je n'ai pas entendu les États-Unis d'Amérique, ni la Russie, ni la Chine, ni la France prendre parti aujourd'hui et s'engager dans le conflit. Par contre, oui, ça a des répercussions sur la défense cotée en bourse, sur l'agroalimentaire, sur certains secteurs dits hautement stratégiques, la cybersécurité. On voit là aussi les avantages de vivre en étant protégé de ces méfaits. Donc je crois qu'il faut raison garder, il ne faut pas surréagir non plus à ce type d'actualité. Il faut juste savoir faire là aussi l'état des lieux de son portefeuille, se dire ce qui pourrait être impacté ou pas par ce genre d'événement.
Si j'ai des cycliques, par exemple, est-ce que les gens vont continuer momentanément à acheter du luxe ces prochaines semaines, ces prochains mois, sans savoir si effectivement on rentre dans la Troisième Guerre mondiale, ce que je ne pense pas du tout. Voilà, par exemple. Ok, très clair. François, quel est ton avis là-dessus ? Si on met de côté le drame humain, je répète, vraiment, si on met de côté le drame humain, un conflit, c'est une source d'opportunité pour les investisseurs, parce que quand on regarde l'histoire longue de la bourse, une guerre, un conflit ne fait pas baisser la bourse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut paraître contre-intuitif. En fait, le comportement de la bourse est le même, quel que soit le conflit. C'est-à-dire qu'au début du conflit, vous avez une baisse, et après, les marchés s'adaptent. Et quand on sort du conflit, à chaque fois, vous avez un marché des indices qui sont beaucoup plus hauts qu'au début de la guerre. Donc, il ne faut pas paniquer. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est il faut acheter dans la baisse. Et la troisième, c'est d'avoir des convictions de long terme. Des convictions de long terme, c'est de se dire, par exemple, on est dans un contexte géopolitique quand même qui se dégrade. On a quand même un sujet en Ukraine. On peut avoir un sujet demain à Taïwan. On sait que le Proche-Orient, on en parlera peut-être encore dans 100 ans, avec toujours les mêmes histoires, les mêmes conflits. Donc le contexte géopolitique se dégrade. En tout cas, il est extrêmement tendu. Donc avoir des valeurs de défense, c'est j'allais dire, une méga tendance. Et donc ça renforce cette notion de méga tendance où à un moment donné, il y avait quand même des investisseurs qui se disaient on va vers un cessez-le-feu en Ukraine, donc il ne faut plus avoir de valeurs de défense. Petit aparté là-dessus, il y a quand même, on a eu une surperformance de beaucoup de valeurs de la défense. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, tu serais encore à l'achat sur ce secteur là maintenant à l'instant où on se parle, sachant qu'il y a quand même eu déjà une belle progression. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une méga tendance et concrètement, c'est vrai que les valeurs tech américaines nous font rêver, mais si vous aviez du Rheinmetall qui produit des chars et beaucoup de munitions, eh bien vous aviez fait x20 en 3 ans. Donc c'est sympathique. Mais Rheinmetall, c'est complètement fou. Mais aujourd'hui, est-ce que tu rentrerais encore sur des valeurs de la défense ? Oui, parce qu'il faut distinguer le temps long et le temps court. Les valeurs de défense qui ont surperformé et qui ont été peut-être surachetées, c'est des valeurs qui produisent dans des délais de production extrêmement courts les munitions. Concrètement, on est dans une guerre à haute intensité en Ukraine, donc on consomme énormément de munitions chaque jour. En revanche, quand on regarde le temps de construction d'un Rafale ou de passer des commandes pour l'achat d'avions, pour les négociations avec l'Inde, c'est 7-8 ans de négociations régulières pour essayer de décrocher un contrat. Donc on voit que les durées de vie, les programmes sont totalement différents entre quelqu'un qui produit des munitions et quelqu'un qui produit des avions. Donc, et là, le meilleur n'est pas encore arrivé pour des Thales, des Dassault Aviation, où on pense qu'il y aura une vraie montée en puissance parce qu'on est dans du temps long, du BAE système aussi. Donc on voit que dans la défense, il faut distinguer ceux qui ont tout de suite eu un impact très important parce qu'on a redécouvert ce qu'on appelle les guerres de haute intensité où on consomme des munitions chaque jour, mais massivement. Et donc là, il faut tout de suite avoir des munitions, sachant qu'on était dans un monde sans stock. Et donc, et là encore une fois, on n'a pas forcément reconstitué des stocks parce que ils écoulent trop vite. Dans un monde où les carnets de commandes vont faire que de croître. Et ça, je pense qu'on n'a encore rien vu parce que on n'est pas dans le domaine de l'IA. La grande différence entre l'IA et la défense, c'est que dans l'IA, toutes les commandes sont passées par des acteurs privés. Donc d'un seul coup, Microsoft dit moi je vais mettre X milliards pour des data centers. Et ça va très très vite. Parce que les Américains, notamment dans la tech, ils sont extrêmement agiles. Même s'ils ont des énormes chiffres d'affaires. Et en revanche, tout ce qui est défense, ça passe par les États. Et à partir du moment où les États, comme tout le monde sait, on a beaucoup de déficits, beaucoup de dettes, ça prend un temps de dingue. On le voit en Allemagne. En Allemagne, ils ont prévu quand même un investissement massif dans le réarmement, ce qu'on n'a jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y a toujours rien de acté, alors que le nouveau chancelier, veut aller très très vite. Tout prend du temps. Mais donc, ce temps fait que les carnets de commandes, ils ne sont pas encore là. Bon, pour toi, la défense en bourse, ce n'est pas mort. C'est un peu le message que tu laisses passer. En tout cas, loin sur le long terme. Voilà, loin de là. OK. Et il faut, je pense, avoir à peu près 5-6% de valeur de défense dans un portefeuille, concrètement. OK, très clair. Olivier, concrètement, quand on a ce contexte-là aujourd'hui, alors tu dis qu'on n'est pas en guerre en France, etc. Non, on vit la période de paix la plus longue qui soit depuis la Seconde Guerre mondiale partout en Occident. Aujourd'hui, avec ce contexte quand même qui se tend au Moyen-Orient, ou qui peut se tendre aussi plus tard dans d'autres endroits dans le monde, quelles sont potentiellement, toi, les valeurs qui pourraient
profiter, dans le bon sens du terme, de cette escalade potentielle de tension à court et moyen terme? C'est quoi sur quel type de valeur tu irais aujourd'hui? Oui, non, bon, la défense, faut en être, évidemment, les Thales, les Dassault, les Rheinmetall, et encore, moi je suis un amoureux de la valorisation des sociétés. C'est qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. C'est-à-dire qu'il là aussi peut y avoir une course folle à l'achat de stock, et comme il n'y a pas beaucoup d'acteurs, on achète tous les mêmes, et quand ça baisse, ça va baisser foncièrement. Pourquoi ça pourrait baisser? C'est qu'on est face à des acteurs privés dans un monde où les guerres ne sont pas entre sociétés privées, mais entre États. Donc on n'est pas à l'abri d'une nationalisation. Moi, j'ai un super VRP qui s'appelle Emmanuel Macron, qui vend du Dassault, mais Dassault, c'est une société privée. Ils vendent des armes, Thales, mais c'est une société privée. Alors oui, l'État peut avoir une golden share, il peut être minoritaire autour de la table, mais pourquoi ne serait-il pas un jour majoritaire en cas, là aussi, d'une guerre en mer de Chine ou en Ukraine qui, là aussi, dépasse les frontières géographiques et qui s'étend au travers, là aussi, des belligérants qui prennent part directement. Donc, oui, la défense, oui, la cybersécurité, oui, tous les sujets stratégiques, agroalimentaires, de stockage, d'infrastructures, qui nous paraissent incontournables. Mais quelle que soit la configuration, qu'on soit en guerre ou en mode de paix, l'IA est la grande révolution auquel on assiste. Mais quel sera le champion de demain ? Ce champion de demain, ce sera le champion d'aujourd'hui qui aura su faire les bons choix stratégiques. Donc les GAFA aujourd'hui, là où l'argent va à l'argent, c'est-à-dire les 4 grands stocks, Amazon, Facebook, Apple et Google, Meta, pardon, continueront à être toujours plus... ils ont des barrières à l'entrée et vont continuer à prendre des parts de marché dans ces sujets hautement stratégiques dans lesquels ils travaillent d'ores et déjà. Pour finir sur cette question, alors François disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas forcément trop changer et que les périodes de guerre, c'était finalement pour les marchés pas forcément si mauvais que ça. Par contre, est-ce qu'il y a des choses à éviter? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Est-ce qu'il y a des choses à fuir tout simplement en bourse, François, quand il y a un contexte un petit peu qui arrive comme là? Je réagis notamment, par exemple, à la montée des cours du pétrole. Ça profite à certaines sociétés, mais ça ne profite pas à d'autres. Oui, le comportement du marché, il est assez pragmatique. D'abord, la chose à ne pas faire, c'est surtout de vendre. Parce que vendre à la panique, on s'en mord tout le temps les doigts. Et la deuxième chose, c'est le comportement du marché, c'est emballement sur les cours du pétrole, parce que c'est des zones extrêmement sensibles à l'énergie, mais cet emballement, il n'ira pas très loin. Sauf s'il y a un embrasement avec l'Arabie Saoudite, mais pour l'instant, ce n'est pas le scénario central, parce qu'on va être rappelé à l'ordre. En fait, un cours de pétrole, qu'est-ce que c'est? C'est la conjonction de 4 éléments. Une offre, quel est le niveau de production, quel est le niveau de demande, quel est le contexte géopolitique, et l'appétit des spéculateurs. Donc là, on était dans un marché, avant l'attaque de Téhéran et de l'Iran, où les spéculateurs, tout le monde annonçait une baisse. Les amis d'Olivier, Goldman Sachs, n'arrêtaient pas de dire les cours du pétrole vont continuer de baisser. Et sur les cours de pétrole, en fait, l'or noir, c'est l'or qui rend fou. C'est pas l'or jaune. L'or jaune est assez stable. L'or noir est extrêmement volatile. Mais c'est pour ça que Parce qu'il y a les 4 ingrédients. Mais là, on est dans un contexte où les spéculateurs qui jouaient à la baisse se sont retirés. Ils ont perdu beaucoup d'argent la nuit de jeudi à vendredi de la semaine dernière. On a le contexte géopolitique qui s'est dégradé, mais et ça a donné un surplus au cours du pétrole. On va avoir une demande, ça crée du ralentissement économique. Un conflit, ça ralentit nos économies. Et donc, le fait que la demande d'énergie risque d'être un petit peu moins forte, ça va calmer les choses. Donc, à court terme, pour les spéculateurs, pour ceux qui aiment le trading, il fallait acheter tout de suite du pétrole. Mais généralement, ça ne dure pas très longtemps. En tout cas, dans la première phase de cycle, dans un conflit, notamment au Proche-Orient, on achète tout de suite le pétrole. Et en gros, on vend, en fait, le trader qui est Olivier, c'est j'achète du pétrole et je vends des compagnies aériennes parce que les compagnies aériennes vont avoir des hausses de coûts liées au carburant. Et inversement, on va être dans une phase où les cours de pétrole vont se rebaisser et tout le monde va se remettre sur les compagnies aériennes parce que c'est vraiment une pièce à deux faces. Si tu ne traites pas, tu n'es pas là-dedans, toi. Tu t'amuses pas à le faire trading, je pense. Non, mais pas le trading, mais là, ce que tu dis, d'essayer de faire ces mouvements, d'anticiper. Toi, tu ne changerais pas forcément ton portefeuille. À la limite, tu renforcerais de la défense par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, mais tu ne ferais pas tellement de mouvements. Exactement. Je ne ferais pas trop de mouvements. Alors que nous, on fait des mouvements parce qu'on se dit qu'à un moment donné, on se doit d'être en position cash parce que le pire n'est jamais certain, ni d'un côté ni de l'autre, et qu'on pourrait avoir un embrasement. Et que s'il y a un embrasement, il y aura des opportunités qui seront considérables.
et que les marchés nous donnent cet accès à la liquidité à tout moment, mais que voilà, le cash, pour nous, c'est une façon de se protéger momentanément, quitte à louper des opportunités. Oui, ce que dit François est vrai, c'est que de ce qu'on en connaît de ces 100 dernières années, quand il y a eu des grands conflits, il fallait ne pas bouger. Mais on ne connaît pas les prochains. On ne saura pas de quelle nature ils seront et si on sera logé à la même enseigne. Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des telles implications au niveau mondial. Le pétrole est partout, tu l'as dit toi-même. Je veux dire, le plastique est partout. Donc, il va y avoir un impact dans l'automobile, il va y avoir un impact pour les compagnies aériennes qui transportent des passagers. Oui, c'est vrai. Mais on répercutera ça sur le prix pour nos contribuables ou nos clients. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Un retour de l'inflation. Donc, s'il y a un retour de l'inflation, ça ne va pas simplement impacter les compagnies aériennes, ça va impacter toute ta grille de lecture pour tous les stocks que tu auras mis en portefeuille. Olivier, tu as un déjeuner de la plus haute importance. Donc, on va passer aux 2 questions cash. Oui. C'est qu'Olivier passe plus de temps à déjeuner qu'à travailler, peut-être, non ? Ah oui, peut-être qu'il travaille. Non, mais peut-être. Attends, peut-être qu'il travaille en déjeunant. Exactement, c'est ça son talent. On ne sait pas ce qu'il va faire. Peut-être qu'il a un déjeuner avec J'ai besoin d'énergie, moi, pour... il a peut-être un déjeuner avec créer de Goldman. la valeur. Voilà, attention. Non ? Pas aujourd'hui. Bon, les 2 questions cash. La première, c'est l'investissement casino. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous avez une somme d'argent dont vous n'avez pas besoin, ce n'est pas celle de vos clients. Vous, avec cette somme-là, vous pouvez investir dans quelque chose où vous n'auriez pas investi habituellement parce que c'est selon vous trop risqué, mais il peut y avoir un potentiel. Bon, j'ai eu un peu de mal à expliquer, mais voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Si je traduis ton idée, est de dire, ça dépend du montant. Si en gros c'est 100 euros, si vous avez 100 euros à placer, vous n'allez pas prendre un placement qui va vous générer du 2 ou 3% pour gagner 2 ou 3 euros, le prix d'un café. Si vous avez 100 euros, vous allez prendre un risque élevé pour se dire, c'est 100, est-ce que ça peut devenir 150 euros ? Alors, j'avais pris effectivement l'idée du billet de 100 euros qu'on trouve dans la rue, mais après, le problème, c'est que les sommes d'argent, 100 euros, c'est beaucoup pour certaines personnes, c'est peu pour d'autres. Donc en fait, l'idée, c'est que vous avez une somme d'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un conseil investissement. Vous avez une somme d'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça peut être 100 euros, ça peut être autre chose. Et vous, là, maintenant, tout de suite, si vous deviez faire un pari, si vous deviez essayer de faire un coup, vous iriez dans quoi ? François, tu irais dans quoi ? Moi, si j'avais 100 euros, là, et j'attends que le Bitcoin va baisser. Moi, mon pronostic, c'est que la crypto va baisser, là. Il y a eu une zone de surachat et je prendrai un ticket crypto, Bitcoin, lorsque ça aura perdu plus de 10, 15 ou 20%. Ouais. Ok, intéressant. Alors pour moi, je pense que ça va baisser, mais pas tout de suite. Je pense que quand la Fed va baisser ses taux, je pense que ça va encore pas mal monter. Ça rebaissera. Oui, mais c'est pas dit qu'elle baisse parce que justement, là, on est sur le prix de l'énergie, ça transmet de l'inflation un peu partout. Donc, la notion de... Il faut voir que si on rembobine le fil, 1er janvier, tout le monde se disait la Fed va baisser ses taux le 18 juin. Là, on est sur le 17 septembre. Mais quand on est passé du 18 juin au 17 septembre, il n'y avait pas ces tensions au Proche-Orient. Ça régénère de l'inflation. Donc comme ça régénère de l'inflation et que Christine Lagarde sur la BCE nous expliquait qu'il n'y avait plus d'inflation en France et en Europe parce que les prix de l'énergie avaient fortement baissé, là, tout le monde est... Voilà, le dossier inflation, c'est un dossier à surveiller et ça peut décevoir au niveau des taux. Donc, moi, mon scénario, c'est que le Bitcoin va baisser. Et si vous aviez un ticket de 100, eh bien, je les mettrais après la baisse dans le Bitcoin pour se dire, je vais gagner 50 euros et gagner 50%. Donc, l'idée, c'est de dire, si j'ai 100, j'en ai pas besoin. C'est pas pour gagner 2 euros et prendre un contrat d'assurance vie en euros, justement, qui va me rapporter 2% au bout d'un an. Je tenterai de gagner 50 sur une période assez courte en travaillant mon prix d'entrée. Ok, donc François achète le bas potentiel du Bitcoin. Olivier, qu'est-ce que tu ferais ? Oui, moi, j'ai pas tendance. Je pense qu'on irait prendre un maximum de risques. J'achèterais un panier de biotechnologie avec un levier x 1000 ou des microcaps. Pour voir quel ticket allait sortir, parce que je suis incompétent sur les biotechnologies au même titre que je suis incompétent sur le Bitcoin pour des raisons simples, c'est que je comprends la tendance, je connais la blockchain et je ne sais pas le valoriser. Alors que je mets au défi je sais valoriser une obligation, une action, de l'immobilier, la devise aussi, les mouvements sur le pétrole, mais alors sur le Bitcoin,
Donc, je mettrais un énorme levier sur un panier de biotech ou sur du Bitcoin. Ok, dernière question cash. Vous êtes sur une île déserte, vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable. Ce coffre, vous allez le déterrer dans 10 ans. Vous n'y avez pas accès entre-temps. Quels actifs, il peut y en avoir plusieurs, François, tu mettrais à l'intérieur? Alors sur 10 ans, et j'ai pas le droit d'y toucher pendant 10 ans, déjà j'évite tout ce qui est cyclique, parce que quand on regarde les entreprises extrêmement cycliques, elles peuvent valoir 10 ans après le même cours qu'aujourd'hui. J'irai à la fois sur de l'or. Moi, ma conviction, c'est que la relique barbare va continuer de prendre de la valeur parce que c'est un peu le même principe que le Bitcoin. Le Bitcoin, on est sur un actif qui est limité. On parle de 21 millions. Là, on est aux alentours de 20 millions déjà émis et qu'au-delà de 21 millions, il n'y aurait pas de nouvelles émissions, ça s'arrêterait. L'or, c'est la même chose. On est sur un actif extrêmement limité. Il n'y en a plus beaucoup encore à découvrir. On parle encore, de 16, 17, 18 années de production et après, c'est terminé. Et on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on a extrait en or sur notre planète depuis les temps antiques, ça représente 3 fois rien. C'est un cube de seulement 22 mètres de côté. 22 mètres de côté sur tout l'or qu'on a découvert sur notre territoire, sur la planète Terre. Donc, actif réduit, compte tenu des contextes géopolitiques, compte tenu du fait que quand même, on a une crise de confiance, avec le montant des déficits qu'on n'arrive pas à résoudre, le montant de la dette, oui, je pense qu'il faut avoir de l'or. Même si on est sur des plus hauts, tu es à l'achat. Ouais, je suis encore à l'achat et je pense qu'on va aller encore beaucoup plus haut. Là, on a frôlé les 35. Je pense qu'on ira au-delà, bien sûr, des 4000. Voire 10 ans, on peut peut-être même imaginer 4005 et je suis peut-être trop prudent. François, donc oui, très bullish sur l'or. Bullish sur l'or, bullish toujours sur la tech américaine. S'il y avait une valeur à prendre, pour moi, c'est Microsoft. C'est la plus belle des 7 magnifiques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont partout dans notre quotidien. Donc, bien sûr, ils ont Windows, bien sûr, ils ont le pack Microsoft Office. Oui, ils ont les jeux vidéo, les Activision Blizzard. Oui, ils sont dans le cloud. Oui, ils sont dans l'IA. Ils sont partout. Ils ont pris des tickets partout. Et ils ont une position dominante sans trop se faire rattraper par la patrouille, sans être trop dans le collimateur des régulateurs. Donc, Microsoft, pour moi, c'est la tech à avoir. Après, si on veut regarder du côté des valeurs françaises, eh ben, j'achèterais éventuellement du Air Liquide, j'achèterais du Schneider Electric, des valeurs qui ont un potentiel de croissance dans une logique de on a besoin de décarbonation, on a besoin d'économiser de l'énergie et Schneider répond bien à cette demande. Donc, il faut des entreprises de croissance qui sont archi-leaders dans leur domaine. Bon, François, tu nous as fait une belle ordonnance là. Olivier. Voilà. Oui, c'est sur 10 ans. C'est du avant ton déjeuner. Dans le coffre, puisqu'il faut que ça tienne dans un coffre. Pas forcément. Que j'enterre, mais je vais mettre des semences. Parce que je ne sais pas dans quel monde on vivra dans 10 ans. Je mettrai évidemment un mot pour ma famille. Et une bonne bouteille du Piémont, un petit Barolo, évidemment. Parce que je serais content de le recevoir dans 10 ans, mais évidemment des stocks de sociétés qui seront encore là dans 10 ans, à l'image de celles que François vient de citer, les Schneider, les Air Liquide, les Microsoft, évidemment. Après, faut qu'on reste dans le monde qu'on a créé après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on est encore dans le monde des devises qu'on connaît, euro-dollar. Il y aura peut-être des monnaies électroniques différentes demain, d'autres actifs qu'on ne connaît pas encore. L'or, c'est très intéressant, ça ne rapporte rien. C'est une histoire de confiance depuis le temps des Mayas, des Incas. Oui, ça va aller plus haut, techniquement, ça ira plus haut, jusqu'au jour où on fait une super trouvaille, ou si on revient dans un Bretton Woods inverté, où on nous dit l'or, désolé, mais ça vaut rien. Ok, donc tous les deux, vous êtes à l'achat sur de l'or sur 10 ans, donc c'est intéressant. Ok, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Olivier Lévy, président du Multifamily Office Lévy Capital Partners, expert en gestion de risque et aussi créateur de l'application holymoney.fr, si vous voulez vous éduquer financièrement en plus de la martingale, bien évidemment. Et François Monnier, merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous, donc directeur des rédactions d'Investir. Merci d'avoir été avec nous tous les deux, c'était passionnant. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous envoyer vos questions et remarques. Et puis surtout, prenez le contrôle de votre argent.